et incohérente, pendant que l'armée gouvernementale de Kigali entreprend sous le couvert du M23 une véritable opération de colonisation des territoires congolais dans le Kivu, sous le regard impavide de toutes les organisations internationales et régionales. Des informations en ma possession établissent que le nettoyage ethnique par la terreur auquel se livrent aussi bien les ADF que la coalition de l'armée rwandaise et du M23 sera bientôt suivi par l'organisation d'un référendum pour l'autonomisation ou l'annexion pure et simple au Rwanda des territoires congolais ainsi conquis et repeuplés par les soins de la principauté militaire de M. Kagame. On ne peut pas expliquer autrement le fait que malgré l'opposition des représentants légitimes des populations Hutu et Tutsi congolais, parce qu'il n'y a pas de rwandophones au Congo, pas plus qu'il n'y a de rwandophones au Burundi. Ce sont des Hutus et des Tutsis du Congo, comme il y a des Hutus et des Tutsis au Rwanda, comme il y a des Hutus et des Tutsis au Burundi. Malgré l'opposition des représentants légitimes des populations Hutus et Tutsis congolais, partageant ces territoires du Kivu avec d'autres communautés avec lesquelles elles entendent vivre en bonne intelligence, malgré leurs réclamations et leurs protestations, le président Kagame continue à étendre ses tentacules, notamment sur les chaînes montagneuses de Karuba, Rubaya, Gungu, que l'on sait gorger de minerais indispensables aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Monsieur Jean-Pierre Kayembe nous a ramené sur la question de l'EAC et de la SADC, la nature de l'agression que nous subissons. J'ai dit que c'est une agression qui avait en même temps des souches internes, mais surtout des souches internationales. Et donc, si aujourd'hui l'agresseur rwandais trouve un prétexte pour ses incursions en République démocratique du Congo, que ce soit en 1996 avec l'AFDL, que ce soit en 1998 avec le RCD Goma, que ce soit en 2008 avec le CNDP, que ce soit aujourd'hui avec le M23 de nouveau, que ce soit avant cela avec le même M23, c'est parce que sous la pression de la communauté internationale, notre pays avait été contraint d'ouvrir ses frontières à des réfugiés rwandais qui sont venus avec armes et bagages en République démocratique du Congo. Je me souviens de la position du gouvernement de M. Kengo, qui avait dans un premier temps refusé, avant d'être convoqué à Paris, plutôt à Nice, par le président Mobutu, mis sous pression par la France, la même France, dont le président vient nous visiter, pour dire, vous devez ouvrir la frontière et recevoir ces réfugiés, même sans contrôle. Donc la communauté internationale a une responsabilité dans ce prétexte de l'agression. Et donc nous sommes fondés à chercher aussi des solutions qui impliquent la même communauté internationale. Nous ne devons pas avoir honte. Lorsque le mal est venu de ce côté-là, il n'est pas exclu que nous cherchions aussi des solutions auprès de ceux par qui le mal est venu, la fameuse communauté internationale. J'ai parlé de la SADC parce que nous avons eu au niveau de la MONUSCO une brigade internationale composée essentiellement d'éléments de la SADC et qui, ensemble avec le FARDC, ont eu un comportement extrêmement performant vis-à-vis
des groupes armés qui endeuillent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo, il n'est pas mauvais de faire appel à cette expérience-là parce qu'elle est avérée. Elle a déjà eu lieu. Donc il n'est pas à négliger. La polémique en ce qui concerne les contrats sino-congolais, je pense que l'inspecteur général des finances avait interpellé les autorités chinoises. Ce sont les Chinois qui ont été mis sur la sellette. On a posé la question aux Chinois de respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de la République démocratique du Congo. À la fin de l'exercice, l'inspection générale des finances, dont c'est le travail, se rend compte qu'ils ont au contraire accumulé les bénéfices de cet accord au-delà de ce qui a été convenu entre les deux parties, c'est-à-dire la RDC et le groupe des entreprises chinoises, et la République démocratique du Congo n'a eu que la portion congrue. C'est le rôle de l'inspecteur général des finances de poser cette question. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que les acteurs congolais réagissent à cette interpellation de l'inspecteur général des finances. C'est à la partie chinoise à nous expliquer, parce que c'est avec la Chine que la République démocratique du Congo a conclu cet accord. Il appartient à la Chine de nous expliquer comment il se fait que aujourd'hui, elle se trouve pratiquement la seule à bénéficier d'un accord. Au départ, nous voulions tous gagnant-gagnant. Et donc, nous attendons de la Chine que cette réponse nous vienne. Ce n'est pas un débat entre Congolais, c'est un débat entre la République de Chine, populaire de Chine, et la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'en pense. Donc, il y a des polémiques dont nous pouvons nous passer. L'inspection générale des finances a fait son travail. Quant aux propos qui sont attribués à M. Corneille Nangaa, le deal pour faire passer le président Tshisekedi, j'ai lu ça, je n'ai pas cru quand même, vous me direz si c'est vrai, mais si cela est vrai, quelqu'un qui s'est comporté de cette façon-là devrait en répondre devant les cours et tribunaux, lui-même. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? S'il reconnaît lui-même d'avoir manipulé le processus électoral dont il avait la charge, il doit en répondre devant les cours et tribunaux. J'ai mis ça sur le compte de ces légendes d'infamie qu'on répand dans les réseaux sociaux, mais s'il l'a dit effectivement, il devra en répondre devant les cours et tribunaux. Parce que c'est une forfaiture que d'être président de la Commission électorale nationale indépendante, de commettre une telle forfaiture et de venir s'en gargariser devant l'opinion sans avoir à en rendre compte devant la justice. Ça, c'est quelque chose qui dépasserait mon entendement. Donc, je préfère me réserver sur cette question. Si cela est vrai, eh bien, la justice a du travail à faire avec celui qui revendique cette forfaiture. La question suivante avait trait à la prorogation de l'enrôlement qui risque d'aller vers le